Estelle, ça va? Ça va et toi? Ouais, bienvenue en Loire-Atlantique, Merci. donc au manoir de la Brosse sur une exploitation spécialisée en production de légumes bio. D'accord. Et donc tu produis quels légumes là sur la ferme? Donc ici on fait principalement du poireau, carottes, pommes de terre et de la mâche l'hiver. Un petit peu de radis aussi au printemps. D'accord. Et ça représente combien d'hectares? On cultive à peu près 65 hectares de terre. D'accord, bon, il y a déjà de quoi s'occuper alors. C'est clair. Donc vous êtes pas mal de salariés je suppose? J'ai une vingtaine de Ouais. salariés à l'année, plus entre 5 et 10 saisonniers sur une grosse partie de l'année. D'accord. Ok. Et après tu disais que tu es en bio, ça fait longtemps que l'exploitation est en bio? Oui, mon grand-père avait démarré cette démarche dans les années 60. Mon père s'est installé avec la même ambition, mon oncle aussi, puis on a toujours continué comme ça. D'accord. Et alors après comment tu t'organises pour la vente de tes Alors on légumes? commercialise nous-mêmes nos produits sur une partie sur la région, des magasins, des revendeurs de marché, des grossistes sur le mine de Nantes et puis des grossistes un petit peu répartis sur toute la France. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir une récolte de poireaux et puis on verra le conditionnement par la suite. Ok, mais parfait, je t'emmène dans ce cas-là. Ok, ça marche. Donc là, Estelle, on est dans une parcelle de poireaux qui a été plantée fin juin, début juillet. Et nous, du poireau, on en fait quasiment toute l'année en production. On commence nos premières plantations fin janvier pour des récoltes de mi-mai. Et on continue les plantations jusqu'au mois de juillet pour les récoltes de mars-avril. Donc là, on est sur un poireau qui va être récolté d'ici une quinzaine de jours. D'accord. Et on Donc en a... Vas-y. tu récoltes en fait au fur et à mesure de tes demandes. Oui, je récolte au fur et à mesure de mes demandes. Donc même si le poireau, c'est une culture qui peut attendre au champ, de temps en temps, il arrive qu'on prend un peu de retard parce que le commerce est un peu moins là. On ne veut pas essayer d'en perdre, donc on se retrouve avec un poireau avec un peu plus d'épluchage et un peu moins joli à la vente. Mais on essaie toujours d'avoir le cycle de production et d'avoir les ventes en face de ce qu'on doit récolter. D'accord. Et ça ne doit pas être évident de gérer la partie mise en place et récolte au bon moment, quoi. J'imagine qu'il a fallu un peu d'expérience aussi pour savoir la quantité, en tout cas en fonction du marché. Exactement. Donc on a les variétés qui sont là à nous aider pour essayer d'avoir les variétés d'automne, de printemps, d'hiver qui sont spécialisées dans chaque saison. Et puis après à nous, par rapport au volume qu'on estime sortir, de planter en face le volume qu'on espère récolter pour avoir la commercialisation. Mais ça ne tombe pas toujours très bien. Ouais, j'imagine. Chaque année est différente. Et c'est la culture principale? Oui, donc chez nous c'est à peu près une vingtaine d'hectares en gros. Et ça représente autour de 600 tonnes sur une année. Et le fait que ton exploitation soit en bio, je suppose que ça demande plus de temps pour gérer une parcelle de poireaux sur le désherbage, j'imagine. Ok, alors nos contraintes, nous, la première c'est l'herbe forcément. Donc même s'il y a des techniques de binage de plus en plus perfectionnées, on a tout le temps le climat qui vient nous gêner avec des pluies qui font repousser l'herbe ou des moments où on ne peut pas intervenir dans les parcelles. Donc on a toujours un petit passage manuel qui peut représenter jusqu'à une centaine d'heures hectares si on veut maintenir une parcelle propre. Après, au niveau des maladies, on a aussi quelques produits phyto comme la bouillie bordelaise, des choses comme ça qui sont autorisés en bio, mais qui mettent des cuivres. Et moi je suis plutôt à essayer de diminuer mes doses de cuivre, donc je m'en sers vraiment qu'en dernier recours. Sinon j'essaie d'entretenir les cultures avec des oligo-éléments, des extraits de plantes pour renforcer leur défense immunitaire. On fait des choses comme ça. Donc là, le poireau sur cette parcelle-là, par exemple, ne reste pas toute l'année. Comment tu gères ta rotation? Tu as le temps d'implanter d'autres légumes ou autre chose peut-être? Nous, vu qu'on fait des légumes plutôt qui sont sur des semis semis ou plantations, pommes de terre, carottes, poireaux au printemps pour des récoltes durant l'hiver ou avant l'hiver ou l'automne pour les pommes de terre et carottes, dès qu'on peut, on essaie d'implanter un couvert pour jamais laisser le sol nu. Et on a aussi une rotation avec des années où on va laisser la parcelle en couvert sans faire de récolte, pour la laisser se reposer, lui donner une plante différente. Et du coup, on suit comme ça tous les
toutes les parcelles. D'accord. Et donc dans tes couverts, du coup, tu fais des mélanges de couverts ou comment tu fonctionnes? Suivant la période à laquelle on le sème, si c'est du printemps, on va faire des couverts plutôt d'été. Cette année, j'ai fait du sorgho, du niger, du trèfle, tournesol. Souvent on mélange. Fin d'été, mettons derrière une parcelle de pommes de terre, on va faire facélie, veste, moutarde, un peu d'avoine, du trèfle, du radis, des couverts un peu plus diversifiés. Puis dans les dernières périodes de l'année, derrière les dernières récoltes, si les conditions météo le permettent et qu'on n'a pas trop abîmé la parcelle, on va faire des céréales, avoine, seigle, avec souvent un mélange de légumineuses. Et donc depuis que tu implantes des couverts comme ça, tu as remarqué une différence après pour implanter les légumes ou... En fait, vu que l'exploitation, comme je te l'ai dit, elle est en bio depuis très longtemps, on a toujours fait ça. D'accord. Et on n'a jamais cherché à intensifier plus encore nos surfaces et nos cultures, à tout le temps en faire des légumes sur des légumes. Et on pense que c'est la bonne solution à notre niveau. Ouais, ça fonctionne bien chez vous. Ouais, on arrive à tirer des bons rendements parce qu'on a laissé les terres se reposer et une diversité de cultures quand même. On n'y revient pas avant 3-4 ans sur les parcelles de carottes ou poireaux. Alors Estelle, je te propose d'aller voir une parcelle de couvert qu'on a semé derrière une récolte de pommes de terre. D'accord, et donc tu as mis quoi dans ton mélange? Il y a un mélange de trèfle, facélie, moutarde et un petit peu de radis. C'est un couvert que tu as semé quand, celui-ci? C'est un couvert qu'on a semé donc après la récolte de pommes de terre qui a dû avoir lieu de mémoire autour du 20 août. Et on a dû l'implanter fin août, début septembre. D'accord, donc vraiment à suivre pour laisser le sol nu le moins longtemps possible. Voilà, c'est ça. Qu'on a juste repréparé en surface. Et on a semé le couvert en y associant un petit peu de fertilisation parce que je trouve que c'est important qu'il démarre assez vite et pour qu'il ait une bonne couverture. Donc nous, dans notre rotation, ça apporte beaucoup d'avoir un couvert avec des enracinements différents que de nos légumes. On préfère qu'il se développe bien. D'accord. Donc tu as mis ça sur la ligne de semis, je suppose? Sur la ligne de semis, oui. Et donc là, c'est un couvert que tu t'espères garder combien de temps? Du coup, ici, ça sera une parcelle de poireaux l'année prochaine qui va être implantée entre mai et juin. Donc on va le laisser jusqu'à la sortie de l'hiver et on va le broyer tout d'abord. Et puis après, on va passer 1 ou 2 coups de déchaumeur pour que tout se décompose bien et pour que les résidus nous gênent le moins possible avec les planteuses et puis les binages après à suivre qu'il va y avoir sur la culture de poireaux. Bon, maintenant Estelle, je te propose qu'on retourne au bâtiment où le poireau qu'on a vu se récolter doit être arrivé pour se faire conditionner. Ok. Les poireaux arrivent ici après la récolte? Du coup, juste après la récolte, donc on les déroule ici sur la chaîne de lavage. Franck les dispose le plus près les uns des autres. Ils rentrent dans cet éplucheur laveur où on coupe les feuilles, on commence à enlever les feuilles les plus abîmées, il est nettoyé et coupé à la longueur des cajots. Et sur la sortie, chaque salarié finit un épluchage manuel, le positionne dans un cajot. Quand il a quasiment le poids estimé du cajot, donc là on est sur des caisses de 10 kg, elle pousse sur le tapis et Guillaume au bout les pèse et les conditionne directement sur la palette. D'accord. Et donc après c'est vendu au kilo? C'est vendu au kilo. D'accord. Donc le poireau c'est soit des cajots de 10 kg ou de 5 kg. Ok. Et ça du coup ça se retrouvera demain dans les magasins autour de Nantes. D'accord. Donc tout ce qui est récolté aujourd'hui c'est vendu demain, quoi. Voilà, à peu près. On a souvent une petite journée d'avance pour anticiper les commandes. D'accord. Ça permet d'avoir un produit frais en tout cas dans les magasins. Voilà, exactement. Donc tu me disais que tu as 20 salariés à temps plein toute l'année. Oui, c'est ça. Et parce que là on a tendance à penser le poireau c'est plutôt un légume d'hiver, mais tu arrives à occuper quand même tes salariés toute l'année? On arrive à occuper nos vingtaines de salariés toute l'année parce qu'on fait plus de légumes. Et c'est vrai que le poireau, contrairement à ce qu'on peut croire, on en vend toute l'année quasiment. La région nantaise s'est développée et s'est spécialisée dans le poireau primeur nantais. Et c'est un poireau qu'on commence à récolter mi-avril pour le plus tôt. Et on considère que c'est un poireau primeur jusqu'au mois de juillet-août en gros. Et il est plus tendre, plus goûté que le poireau de fin d'hiver qu'on récolte au mois d'avril.
Et donc cette chaîne-là, elle est faite spécialement pour les poireaux ou ouais. tu as d'autres chaînes pour carottes En fait, chaque légume est différent. Donc on a une chaîne pour le poireau, donc celle-ci, une chaîne de lavage pour la mâche, lavage carotte et lavage pommes de terre. D'accord. Donc après, chaque chaîne fonctionne en fonction de la saison. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a que la chaîne à poireaux qui tourne. Dans cette parcelle-là? On est en train de réaliser un semis de mâche et du coup, je te propose de voir Philippe et Pascal qui sont à le réaliser. Ok. Donc du coup là, on est juste sur la planche qui vient d'être semée. On n'a pas déposé de sable encore. Et on retrouve à la surface, tu vois, les graines de mâche là. Ouais. Donc à l'avant du tracteur, on a un distributeur d'engrais, on met de la fertilisation organique à peu près 500-600 kg hectare qu'on vient mélanger avec ce qu'on appelle un cultirato. Donc c'est un outil quand même spécifique au maraîchage qui brasse les 5-6, enfin nous on va plutôt travailler les 3-4 premiers centimètres pour mélanger cet engrais. À l'arrière, c'est 2 petits rotors, donc le deuxième c'est un râteau qui vient ratisser et puis faire un lit fin sur le dessus de la planche. Et puis après on a le semoir, donc il y a 2 rouleaux, là, des rayonneurs qui font la petite ligne de semis. On dépose la graine et un autre rouleau pour appuyer. Et après on y dépose le sable. Et ça représente combien de graines là à l'hectare Donc là, nous on doit être réglé à peu près entre 1250 et 1300 graines sur 1 mètre linéaire de planche. Et ça fait à peu près 6,5 millions de graines à l'hectare. Alors quel intérêt de mettre du sable après le semis? Et bah du coup, tu vois, on a déposé la graine juste à la surface du sol. On l'a reroulée doucement et on vient de déposer cette pellicule de sable qui fait environ 7 mm. Et ça va favoriser la récolte. À la récolte, on viendra dans le sable juste couper la mâche au niveau du collet pour pouvoir garder une plante entière et ne pas emmener de racines. D'accord. C'est simplement pour faciliter la récolte. Et tu fais la même chose pour les carottes aussi ou pas du tout? Non, les carottes, on met un petit peu de sable, mais c'est surtout pour éviter la battance sur le terrain et favoriser la levée. Mais on n'a pas d'intérêt à la récolte. La mâche, c'est vraiment, on aurait vraiment trop de difficultés à la récolter si on n'avait pas de sable. Et ça représente combien de kilos ou tonnes à l'hectare? C'est environ 70 tonnes. 70 tonnes, ok. Ouais, c'est énorme. Par culture en fait. À chaque fois qu'on fait un semis de mâche, on rapporte 70 tonnes de sable. D'accord, il faut toujours réapprovisionner du coup en sable. Et là je vois que tu as une parcelle en face de mâche aussi, elle a été semée quand celle-ci? Alors celle-ci a été semée en début de semaine 41, donc c'était 5-6 octobre de mémoire. Et elle va être récoltée cette semaine, donc demain ou après-demain, je ne sais pas trop. On va aller la voir. Ouais, je viens. L'intérêt du sable pour la récolte. Ouais, comme je te disais, donc la mâche elle a poussé à travers le sable et on va pouvoir la couper à l'aide de la récolteuse juste au-dessus de ce sable pour récupérer la plante entière. Donc on va la couper juste au niveau du collet et on va récupérer la plante entière de mâche sans sa racine. Et elle est commercialisée comme ça. Une fois qu'elle sera lavée, conditionnée au bâtiment, on aura enlevé le sable et elle sera prête à être expédiée. Chez un maraîcher, alors si tu m'autorises, je vais prendre un échantillon de terre. Pas de souci Estelle, tu peux te servir. Donc là Estelle, on arrive sur une récolte de carottes manuelle. Mais tout n'est pas fait à la main, tu as une partie de la surface? Non, on en fait un peu à la machine. On en récolte en gros 2 tiers à la machine. Donc les carottes, on les fait de mai à souvent décembre, on a fini de ramasser. Et puis donc on ramasse à la machine toutes les primeurs et tout ce qu'on peut. Mais arrivé en fin de saison, les fans commencent à s'abîmer et on ne peut plus arracher par les fans, donc on arrache par la main. Ok. C'est pour garder cette qualité, quoi. Voilà, et puis en fait, c'est des carottes qu'on va stocker un petit peu en frigo. Et ça permet, en les récoltant à la main, de ne pas les choquer, de les abîmer, donc on a de meilleurs résultats de conservation.
D'accord. Et donc ça te permet du coup d'en vendre une bonne partie de l'hiver, je suppose? Ouais, on arrive à en vendre au moins jusqu'au mois de mars. D'accord. Et après, la prochaine récolte, du coup, elle commence Alors du coup, là, on est déjà en train de commencer à préparer les carottes ouais. de l'année prochaine. Donc les semis, on va faire pour les semis primaires, on va en semer fin novembre, début décembre, qu'on récoltera fin avril, début mai. D'accord, donc il n'y a presque pas de... Presque pas de temps mort, non. De temps mort, ok. Et donc là, pour le semis, c'est différent évidemment du poireau. Bah oui. Pour le semis-carotte, est-ce que tu peux expliquer justement la différence? D'accord, bah, contrairement au poireau, un poireau, on le plante une fois avoir élevé la pépinière. Et là, le carotte, c'est un semis, ce qu'on appelle un semis direct. En fait, on vient directement mettre la graine en terre. Donc la carotte, c'est une toute petite graine. On sème ça à peu près 1 300 000 l'hectare. Et donc on sème dans les premiers centimètres du sol. Donc c'est sûr que l'irrigation au début est importante pour faire une bonne levée. Et après, la contrainte du fait que c'est un semis direct et de petites graines qui met quand même une bonne quinzaine de jours avant de lever, c'est le désherbage. Donc à cette période-là, on a forcément beaucoup de concurrence quand on arrose pour la faire lever avec les mauvaises graines. Ouais. Donc nous, on utilise de la désinfection vapeur où on vient réchauffer les 5-6 premiers centimètres du sol à 70 degrés pour détruire ces graines de mauvaises herbes. Et du coup, la carotte a le temps de se développer, contrairement aux graines qui vont être plus en profondeur. Le temps qu'elles poussent, on n'a pas de concurrence à ce niveau-là. Puis après, on vient faire des binages. D'accord. Et pour ce désherbage-là, tu le fais aussi pour les poireaux ou... Non, les poireaux, on arrive à gérer par du binage. Voilà. Vu que c'est une graine plantée, enfin une graine, c'est un plant qu'on a mis en terre et c'est plus résistant au passage d'air cétris, de bineuses, de choses comme ça. Okay. Et du coup, on pourra aller voir tout à l'heure, on a des machines de désinfection qui sont en train de tourner. Ok, bah parfait, on va y aller dans ce cas-là. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ces machines-là qui nous servent de désherbage contre les mauvaises herbes sur toute la partie semi-direct, donc comme les carottes, la mâche et les pépinières de plants de poireaux qu'on fait nous-mêmes. Donc ça chauffe les 5-6 premiers centimètres du sol, suivant le temps qu'on la laisse poser. Ça envoie de la vapeur d'eau et ça brûle en faisant une élévation de température à peu près à 70 degrés. Ça brûle toutes les graines de mauvaises herbes sur les 5-6 premiers centimètres. C'est assez peu commun, ça fait longtemps que tu as ce système-là sur l'exploitation? Alors ces machines-là, elles existent depuis très longtemps dans la région nantaise. Ouais. C'était les premières machines qui servaient de faire des désherbages, donc de la vapeur. Mais depuis les années 90, ils ont créé des automates. Donc ça veut dire que la machine, une fois qu'on lui a fait faire demi-tour au bout du champ, enrouler le tuyau, elle retourne tout seul à l'autoroute. D'accord. Et donc là, le cycle, il fait combien de temps? Donc là, elle est en pause pendant 6 minutes. Okay. 6 minutes, et toutes les 6 minutes, elle lève et elle avance de 4,50 m. Et on programme le nombre de pauses par rapport à la longueur du champ. Donc là, il y a à peu près 32 pauses. Donc elle fait 32 fois 6 minutes et elle sera arrêtée. Ok, bah je te propose qu'on retourne à la ferme. Ouais, ça marche. Super, bah écoute, je te remercie pour la journée. Bah, je t'en prie Estelle. J'ai appris encore plein de choses. Sur le maraîchage, bah, tant mieux. Bah ouais, ça change de ce que je vois habituellement, donc c'était top. Bah ouais, puis tu as pu emmener un petit échantillon de terre maraîchère à la Conillet, c'est bien. Voilà, c'est ça, j'aurai mon petit souvenir. Ouais, très bien. Bon bah je te remercie. Bah, je t'en prie. À bientôt. Bon retour, à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le suivant. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube.